Dans quelques secondes. Alors, bonjour, hi everyone, and welcome to the almost the last event of the year for the center. Bonjour tout le monde, nous sommes très contents, nous sommes privilégiés aujourd'hui d'avoir avec nous une juriste exceptionnelle. Exceptionnelle, elle a un parcours exceptionnel qui va aborder un thème qui est toujours d'actualité, même ici au Canada. C'est la question de la diversité culturelle, sa gouvernance. C'est un thème très complexe et nous savons, même ici, le Canada a été très impliqué dans ce qu'on appelle la déclaration de l'UNESCO de 2001. Et nous savons bien que la diversité culturelle fait partie des droits de la personne, bien que dans le préambule, on parle des droits de l'homme, et vous savez bien qu'ici au Canada, on utilise l'expression droit de la personne. Donc, nous accueillons avec immense joie et plaisir notre collègue, la professeure Sonia Barek. Je pense qu'elle est parmi les rares juristes, et je le dis, et je pèse mes mots, qui est mieux placée et bien placée pour aborder ce thème. Pourquoi? Parce que elle peut aborder la question de différentes optiques, de différents angles. Elle est juriste, donc elle est enseignante de droit, mais également c'est une artiste, chanteuse de renommée internationale. Et également, elle était ministre de la Culture en Tunisie. Vous voyez, donc elle a tout le profil pour aborder mes questions. Donc elle est, comme on dit dans le film Astérix Obélix, elle est née dedans. Donc elle connaît la question dans toutes ses facettes et dans toutes ses aspects, dans tous ses aspects. Donc, permettez-moi d'introduire mon invité, le maître Sonia Barek est docteur en sciences politiques à l'Université de Tunis. Elle est actuellement enseignante à la même faculté, enseignante-chercheuse, nommée ministre de la Culture et de la Sauvegarde du patrimoine en 2016, c'est-à-dire après le changement politique en Tunisie. Elle est à l'initiative du programme de la coopération du programme de passerelle consultative avec les acteurs privés et publics du secteur du livre et des arts scéniques. Elle est également reconnue en tant qu'artiste lyrique de renommée internationale, je viens de le dire. À ce titre, elle anime des conférences, des masterclass et des concerts de chant arabo-andalou en Tunisie et dans le monde arabe. Elle était même à New York et dans les grands podiums internationaux en Europe et aux États-Unis depuis 1990. Elle a présidé le prestigieux Festival de Carthage entre 2014 et 2015, ainsi que le Festival de la musique tunisienne. Je ne vais pas vous lire tout le CV de notre invité, Maître Sonia Mbarek. Donc, il suffit de googler son prénom et vous allez voir à qui nous avons l'honneur aujourd'hui. Maître Mbarek, encore une fois, je vous remercie chaleureusement d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes toujours reconnaissants à l'élite tunisienne qui participe aux activités du centre. Et personnellement, j'ai invité plusieurs collègues et toujours c'était un réel plaisir. Et surtout que les conférences prononcées par nos collègues, pour nos différents collègues venant de la Tunisie, ont été grandement appréciées par notre communauté juridique universitaire ici à Ottawa, en Ontario et au Canada. Je vous remercie infiniment et sans plus tarder, je vais vous céder la parole. La conférence va être will be in French, but you can ask your question in English or in French, or even if in Arabic if you wish. Donc, Maître Mbarek, je vous cède la parole et je vais vraiment, j'ai hâte à écouter vos réflexions par rapport à cette problématique. Merci beaucoup. Merci infiniment, professeur Fathalli, d'abord de m'offrir cette opportunité de cette rencontre pour réfléchir et débattre autour de ce thème majeur qu'est la diversité culturelle. Et aussi, merci pour tous ces mots et cette présentation. Je suis vraiment ravie, extrêmement ravie d'être parmi vous à l'Université d'Ottawa et ailleurs, puisque c'est une conférence ouverte à tous les publics.
Et c'est pourquoi, comme je vous l'ai dit, ma présentation est un peu dans un regard transversal, une réflexion, un débat qui reste toujours ouvert et inachevé quand on parle de diversité culturelle. Parce que la diversité culturelle, comme la culture, elle est quelque part victime de son succès passé, présent et sûrement futur. Donc, ce thème majeur est réapparu particulièrement depuis la fin de la guerre froide. En effet, dans une large mesure, le débat sur la diversité culturelle est marqué par l'apparition de nouveaux clivages politiques, économiques sur fond de résurgence des clivages culturels. Autant dire que la gouvernance de la diversité culturelle constitue un défi permanent pour toutes nos sociétés, au passé, au présent et bien sûr au futur. Ce défi est en articulation, d'une part, avec les mutations universelles de la culture, tant au niveau conceptuel que comme outil de développement politique, économique et social, et confronté, d'autre part, à la mondialisation et les phénomènes contradictoires, centrifuges et centripètes qu'elle provoque sur les identités culturelles ainsi que sur les politiques et stratégies dédiées à la culture. Ces problématiques sont aujourd'hui au centre des intérêts et des discours des gouvernements dans les pays arabes, précisément les pays arabes de la région MENA. Alors, petite parenthèse pour expliquer ce qu'est la région MENA. D'abord, elle désigne une superficie qui s'étend au sud du Maroc à l'Égypte et à l'est du Yémen à l'Iran, en passant par la péninsule arabique. Donc, en ce qui nous concerne, nous focalisons plutôt sur la région de l'Afrique du Nord, qui est constituée par l'Algérie, l'Égypte, la Libye, le Maroc, la Tunisie, et aussi donc le Proche-Orient, Irak, Palestine, Israël, Jordanie, Liban, Syrie, la péninsule arabique donc, et l'Iran, la péninsule arabique, c'est-à-dire l'Arabie saoudite, Bahreïn, Émirats arabes unis, Koweït, etc., Qatar, Yémen, etc. Donc cette région est très importante parce qu'aujourd'hui, c'est une région jeune, elle est dynamique, en croissance rapide, dotée d'une richesse incommensurable au niveau du patrimoine culturel, que ce soit matériel ou immatériel. Elle est également peuplée par 355 millions au dernier chiffre de la Banque mondiale et de la PNUD. Et aussi, c'est une région en transition, on va dire, transition multidimensionnelle. Au nombre de ces multiples atouts figure une population aussi hautement qualifiée, un fort potentiel économique, des ressources naturelles riches et diversifiées, ainsi que l'une peut-être des spécificités de la région MENA, et c'est pourquoi nous adoptons plutôt cette approche, on va dire, géopolitique, parce que la région MENA, c'est une approche géopolitique, sa proximité aussi avec l'Europe. Alors, je ferme la parenthèse pour dire que nous nous intéressons précisément dans cette conférence à la gouvernance de la diversité culturelle dans cette région, notamment depuis l'adoption de la Déclaration universelle sur la diversité culturelle de l'UNESCO le 2 novembre 2001. Cette déclaration qui définit dans son article 4 la diversité culturelle à la fois comme une source de développement et un impératif éthique indissociable du respect de la dignité humaine. D'autant plus que l'adoption de la déclaration au lendemain des événements tragiques du 11 septembre 2001 fut l'occasion pour les États membres, y compris les États arabes d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, de réaffirmer à l'unanimité leur conviction que le dialogue interculturel constitue le meilleur gage pour la paix, tout en rejetant catégoriquement la thèse du conflit inéluctable des cultures et des civilisations prônée par Samuel Huntington, et de rappeler dans la foulée que la diversité culturelle implique aussi l'engagement de respecter les droits de l'homme
et les libertés fondamentales. Là, je reprends l'article 4 de la Déclaration, en assurant que toutes les cultures doivent s'exprimer et se faire connaître et reconnaître dans l'article 6 de la Déclaration universelle pour la diversité culturelle. Une telle reconnaissance fait écho à la conférence de l'UNESCO de Mexico de 1982, où la culture est considérée dans son sens le plus large, comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux de l'être humain, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances. Dès lors, peu importe la manière dont sont associés les termes gouvernance et diversité culturelle, l'aboutissement révèle dans le texte, tout au moins, le texte est en théorie une relation d'interdépendance conceptuelle et structurelle, tant au niveau international qu'au niveau national, renforcée par un certain nombre de facteurs communs, tels que la reconnaissance de l'importance de la culture et la diversité des expressions culturelles, les droits et les libertés qui en découlent et la gouvernance démocratique qu'elle suppose. Après cette mise en contexte, parce qu'il s'agit d'une mise en contexte quelque part de l'importance et de l'enjeu et des multiples défis qu'occasionne justement cette déclaration universelle, moi je dis universelle parce que je pense qu'elle est universelle. Maintenant, on peut réellement discuter peut-être tout à l'heure sur la question de l'universalité de cette déclaration. Donc, après cette mise en contexte, un constat s'impose. Pour la région que nous avons décidé peut-être d'explorer, la région d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, paradoxalement, la question de la diversité culturelle, même si elle est quelque part sous-jacente à cette société multiculturelle, plurielle, etc., elle est très difficile à aborder dans les pays arabes, en dépit de la ratification de la charte de l'UNESCO sur la diversité culturelle par pratiquement tous les ministères de la culture des pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. On observe un ensemble de difficultés multiples, inhérentes à la manière dont cette question est concrètement intégrée dans les politiques publiques en rapport avec ses usages et ses réceptions. Notre objectif aujourd'hui est de porter un regard approfondi sur les processus sociopolitiques contemporains qui traversent les pratiques et les espaces de gouvernance de la diversité culturelle dans la région MENA, donc la région Afrique du Nord et Moyen-Orient, dans toute leur complexité. Ce qui nous permettra de poser la question cruciale de la capacité d'adaptation et surtout de mise en œuvre concrète de la diversité culturelle dans la gouvernance des politiques culturelles dans la région MENA. Donc, il s'agit de répondre aux questions suivantes. Dans quelle mesure et selon quelle modalité la diversité culturelle comme outil transversal à hauteur du développement humain est mise en œuvre dans la région? Comment les divers degrés de la diversité sont articulés et dans quelle mesure nos appartenances multiples peuvent être résolues et par quelle modalité peut-on renouveler la gouvernance par le prisme de la diversité culturelle? Dans une large mesure, ce débat appelle à un triple questionnement qui se nourrit, il y a des frontières qui poreuses, et qui se nourrit à la fois de valeurs de référentiels, de valeurs et de référentiels globaux et locaux, individuels et collectifs, particuliers et universels de pratiques institutionnelles, enfin d'objectifs à réaliser par le biais des politiques culturelles. Il faut dire aussi que le questionnement, il est à la fois politique, juridique et sociétal.
C'est ça la difficulté peut-être de poser cette question de l'impact de ce paradigme de la diversité culturelle sur la pratique ou la gouvernance des politiques culturelles dans la région MENA. Donc, d'un point de vue méthodologique, il s'agit d'abord, dans cette contribution, de prendre en compte l'importance et les objectifs de la Convention sur la diversité culturelle. Parce que, peut-être que je n'en ai pas parlé, mais si la déclaration sur la diversité culturelle en 2001 constitue une référence pour nous juristes et pour aussi la communauté internationale dans la reconnaissance de cette diversité créatrice, il s'avère que la reconnaissance réelle au niveau juridique d'un instrument explicite, c'est plutôt par la Convention internationale ou charte de la diversité culturelle qui a été adoptée en 2005. Donc, c'est pourquoi je voudrais, dans une première démarche et dans une première partie, évoquer justement l'importance et les objectifs de la Convention sur la diversité culturelle qui s'appuie bien évidemment sur tous les principes évoqués dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais apporte une force quelque part contraignante aux États qui adhèrent à la Convention et les aide et les accompagne justement pour implémenter cette gouvernance de la diversité culturelle. Il s'agit ensuite, dans une deuxième étape, d'évaluer la réception nationale, voire transnationale, de la diversité culturelle dans sa dimension politique, administrative et institutionnelle. Donc, je commence par la première partie, l'importance de la Convention de l'UNESCO sur l'évolution de la diversité culturelle. D'abord, je voudrais parler des principes directeurs de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles qui a été adoptée à l'UNESCO en octobre 2005. Cette convention est le premier instrument juridique contraignant qui montre que la dimension culturelle des relations internationales est devenue non seulement un enjeu politique mais juridique majeur du nouveau millénaire. Lors de l'entrée en vigueur de la Convention, le 18 mars 2007, les pays signataires, dont presque tous les pays arabes, sauf le Yémen, n'a pas encore ratifié donc, cette convention, évoquent l'importance non seulement de la protection et de la promotion de la diversité culturelle, l'établissement d'un fondement juridique international pour les politiques culturelles nationales, le développement de la coopération culturelle et le renforcement des industries culturelles. En effet, cette grande charte des politiques culturelles, moi je l'appelle ainsi, en tout cas je considère que c'est une charte pour les politiques culturelles au niveau, en double dimension. Donc il y a la dimension internationale, bien sûr, et la dimension nationale. C'est l'unique convention de l'UNESCO qui place en son centre la production artistique et culturelle contemporaine et la coopération internationale au centre de ses intérêts, pour permettre aux États d'élaborer des politiques culturelles et artistiques conformes aux intérêts de leur société. Cet instrument juridique international consacre la légitimité des États et gouvernements à développer les politiques de soutien à la diversité culturelle comme source de richesse. Maintenant, voyons les objectifs de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles de l'UNESCO. Alors, l'enjeu majeur de cette convention est d'abord d'infléchir l'équilibre des forces entre culture et commerce. D'abord, au profit d'un développement autonome, culturel durable et de la liberté des choix des expressions culturelles. En tout cas, le texte, c'est ce qu'il dit. Et là, nous, bien sûr, peut-être qu'au cours des débats, nous allons ouvrir la question du théorique au pratique. Et c'est bien ça l'enjeu et les défis. L'enjeu, c'est qu'au niveau des textes, nous avons des textes qui nous présentent les choses de façon fabuleuse et de façon très,
on va dire, très harmonieuse, mais au niveau de la réalité, c'est beaucoup plus complexe. Il s'agit de prendre en considération 7 dimensions des politiques culturelles publiques et de la coopération culturelle, ainsi que de leur interaction. Premièrement, un accès à l'art et à la culture fondé sur les droits de l'homme, qui englobe les libertés artistiques. Donc ici, diversité culturelle, droits de l'homme, liberté artistique et bien sûr la question du statut des artistes et des producteurs culturels, auxquels je porte personnellement un intérêt vraiment réel. Deuxième dimension, la transmission de la diversité des expériences culturelles et esthétiques par les médias, dont les services de radiodiffusion, et l'ouverture à de plus vastes panels de la société. Troisième dimension, qui constitue réellement aussi un enjeu pour cette convention, et quelque part des outils pour l'implémentation de cette gouvernance de la diversité culturelle, les arts et la culture comme terrain de développement autonome durable des sociétés reposant sur des valeurs universellement reconnues. On reprend ici l'idée de droits de l'homme et de droits culturels, etc. Quatrième dimension, la coopération culturelle avec pour objectif de compenser les asymétries du marché mondial et de renforcer résolument les échanges sud-sud à travers le traitement préférentiel par les pays industrialisés en faveur des pays en développement, dont la plupart appartiennent à la région MENA. Cinquième dimension, développement de la créativité, de l'innovation, de l'industrie culturelle indépendante, régionale et structurelle. Sixième dimension, éducation et sensibilisation à la culture. Enfin, septième point, valorisation de l'activité artistique dans un contexte de transformation de la chaîne de valeur à l'ère du numérique. Le bilan, si on va faire un bilan de toutes ces dimensions apportées par la Convention sur la diversité culturelle, le bilan a permis la mise en œuvre quand même de certains engagements qui ont outrepassé la relation entre le commerce et la culture. En fait, il y a quelque part ici, à travers cette convention, une dimension globale de l'apport de la diversité au niveau sociétal, au niveau politique, au niveau juridique, etc. Donc, je veux dire par là que même si réellement tous les points n'ont pas été consacrés par les politiques culturelles dans les pays arabes, par exemple, et qu'il y a quelque part une différence, par exemple, entre les pays d'Afrique du Nord et particulièrement la Tunisie et le Maroc, qui ont réellement implémenté pratiquement toutes ces dimensions dans leur stratégie et politique culturelle, en tout cas, ils ont essayé. Nous sommes encore dans une démarche de, on va dire, de reconfiguration. Pratiquement, les autres pays n'ont pas coopéré. C'est-à-dire qu'il y a des différences énormes. Et je pense qu'entre la compréhension de la diversité, de ce concept de diversité culturelle au niveau du Maghreb, des pays, ou plutôt des pays d'Afrique du Nord et ceux du Moyen-Orient, il y a une différence. C'est-à-dire que ces pays voudraient aussi contribuer en donnant leur définition de la diversité culturelle. J'y reviendrai plus tard. Donc, je reviens sur la question, finalement, pourquoi le bilan est positif? Parce que les actions qui traduisent, les actions qui existent dans les politiques culturelles du monde arabe, en tout cas ceux de la région MENA, traduisent des changements opérés par les États sur leur propre territoire dans leurs relations avec, par exemple, la question de nouveaux instruments juridiques qu'ils ont créés au niveau de la protection des droits d'auteur. Je parle toujours des textes, hein, n'est-ce pas? Au niveau de l'assimilation de la société civile au projet de reconfiguration des politiques culturelles en faveur de la diversité culturelle. Également, l'introduction ou la constitutionnalisation
du droit à la culture, de la liberté artistique. C'est le cas du Maroc, c'est le cas de la Tunisie aussi, qui, dans sa constitution de 2014, et qui a été reprise par la nouvelle constitution, la dernière constitution, il y a effectivement la garantie du droit à la culture, la garantie du droit à la propriété intellectuelle, également la garantie de la liberté d'expression artistique dans toute sa diversité. Donc, on constate réellement qu'il y a un impact réel, particulièrement sur les 10 dernières années, de cette convention sur la diversité culturelle, impact sur les stratégies et les politiques. Cet impact est ressenti différemment, bien sûr, en fonction des catégories sociales, en fonction également des catégories et des acteurs culturels. D'accord? Donc, je vais passer aussi à la question des instruments qu'a préconisé la Convention pour la mise en place et la mise en œuvre de cette gouvernance de la diversité culturelle. Alors, elle va instaurer un fonds international pour la diversité culturelle, le FITC. Ce fonds pour la diversité culturelle a été mis en place en tant qu'instrument de mise en œuvre des objectifs visés par la Convention. Il a été créé et imaginé à partir de l'article 18 de la Convention, et il vise justement à aider les pays en développement dont la majorité appartiennent à la région MENA, pour renforcer leur industrie culturelle, leur politique culturelle et leur infrastructure culturelle. Également, la mise en place d'un programme mondial de renforcement des capacités de la Convention. C'est-à-dire qu'on accorde une attention particulière à la mise en œuvre de mesures de traitement préférentiel pour les pays en développement. C'est reconnu et par exemple, moi je pense qu'au niveau de cette mesure, le traitement préférentiel pour les pays en développement, s'agissant par exemple de la question de la mobilité des artistes et des professionnels de la culture, parce qu'elle est tout le temps citée dans tous les rapports, comme quoi il y a vraiment tout un mouvement pour faciliter la mobilité des artistes. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que je trouve qu'il y a un décalage entre cette volonté au niveau des textes, qui est clairement affichée, n'est-ce pas, et puis la réalité du terrain où les pratiques de délivrance de visas sont disparates, et l'éventail de décisions contradictoires constitue aujourd'hui, je pense, un problème névralgique dont les artistes et les professionnels de la culture connaissent bien, je dirais, connaissent bien le refrain. Donc, cela vaut également, donc ce programme mondial de renforcement des capacités de la Convention, il vaut également pour la coopération dans le domaine de l'éducation, du savoir et de l'économie. Donc, réellement, il y a un passage, on va dire, qui est très, très, très important au niveau du texte, en tout cas, et au niveau de son application. En tout cas, la vision de l'UNESCO de la mise en œuvre de la Convention de la diversité culturelle. Maintenant, venons aux caractéristiques qui sont importantes quand même et qui constituent des fiches. Je ne sais pas combien j'ai encore de temps, sinon je vais… Vous avez 5-10 minutes, chers collègues. D'accord, donc je vais essayer de décourter tout ce que j'ai à dire. Alors, ce que je voulais dire, en fait, c'est que par rapport à toutes ces dispositions et ces processus d'accompagnement, maintenant, nous avons une réalité, la réalité de la région MENA. D'abord, une réalité internationale qui dit que les flux commerciaux des biens culturels sont complètement déséquilibrés. Et en ce qui concerne la structure des industries culturelles, il existe une grande disparité entre les blocs commerciaux régionaux, ainsi souvent qu'à l'intérieur de ces blocs. La même disparité qui concerne les ressources et la capacité
des différents pays, en particulier les pays de la région MENA, à produire des biens et des services culturels avec la tendance généralisée à la diminution de la production endogène, particulièrement les petits pays et ceux dits en développement, dont, encore une fois, la majorité appartiennent à la région du monde arabe. Pardon. Je voudrais, pour prendre un exemple et focaliser peut-être sur l'expérience tunisienne, pour ne pas rester sur une note négative autour de l'impact de cette convention et l'impact finalement de ce processus de gouvernance de la diversité culturelle au niveau des pays arabes. Peu ou peut-être les résultats n'ont pas eu le temps de voir le jour aussi, parce qu'il faut comprendre aussi que la déclaration ou la convention plutôt, la convention sur la diversité culturelle, elle date de 2005. Donc aujourd'hui, on est à peu près à 20 ans, on va dire même pas 20 ans de son implémentation. Ce n'est pas beaucoup pour essayer finalement de convaincre et de créer les processus et les mécanismes au niveau juridique de rapport aussi dans le monde arabe avec un concept qui est implémenté, parce que beaucoup de pays arabes le disent, c'est une implémentation occidentale. Le concept de diversité culturelle, il existe quelque part aussi dans tout ce qui concerne la région arabe. Donc, c'est pour ça que je voudrais revenir et focaliser dans cette peut-être partie sur l'expérience tunisienne, l'implémentation de ce processus de gouvernance de la diversité culturelle, puisque je suis en même temps, on va dire, juge et partie. En même temps, vu que j'ai pu contribuer quelque peu, on va dire, j'ai eu plaisir et honneur à contribuer à un moment de l'histoire de la Tunisie qui est chargé de sens et de puissance à cette mise en valeur de la diversité culturelle et mise en valeur surtout d'un nouveau modèle de gouvernance. Donc, depuis 2014, de nouveaux organes ont vu le jour en Tunisie et plusieurs initiatives liées aux législations et politiques culturelles. Elles ont été lancées dans le but de renforcer la place des pratiques culturelles dans la diversité, dans la sphère publique. On peut citer à titre d'exemple la mise en place d'une nouvelle législation sur le mécénat culturel, un projet de loi organique sur la reconnaissance de la condition de l'artiste, dont moi-même j'ai apporté, c'est-à-dire que c'est une loi que j'ai moi-même présentée et qui n'a pas encore vu le jour parce qu'elle est toujours traitée par, vous savez que la mise en œuvre d'une loi, ce n'est pas uniquement le projet, c'est ensuite l'acceptation de cette loi d'abord par les acteurs culturels et artistiques qui sont impliqués, et aussi l'acceptation par l'État et par tous les membres gouvernementaux. Donc, une nouvelle législation, comme j'ai dit, sur le mécénat culturel, un projet de loi organique sur la reconnaissance de la condition de l'artiste, la mise à niveau du cadre réglementaire du processus de décentralisation culturelle. Donc aujourd'hui, on parle beaucoup de décentralisation, voire de délocalisation culturelle, en rapport justement avec ce processus de gouvernance nouvelle, de gouvernance de la diversité culturelle. Parce que la gouvernance de la diversité culturelle, c'est en quelque sorte un débat qui ouvre un autre débat ancien qui était celui de la démocratisation culturelle et de la décentralisation culturelle. On assiste également, d'un point de vue organisationnel, au renforcement de la collaboration interministérielle, la signature de plusieurs accords entre l'éducation et la jeunesse, l'enseignement supérieur, la justice, la défense et l'environnement. Par exemple, en 2016, j'ai proposé qu'il y ait l'implémentation des droits culturels
pour le prisonnier dans le milieu pénitentiaire. Aujourd'hui, cette loi est généralisée à tous les centres pénitentiaires de la Tunisie. De plus, le renforcement de la coopération internationale en 2016, notamment avec l'UNESCO, justement, la Commission européenne, par l'intermédiaire du programme MedCulture et du programme de soutien au secteur culturel en Tunisie, le pacte qui a été doté d'un budget justement pour implémenter cette nouvelle vision de la gouvernance de la culture et de la diversité culturelle. Rien ne se fait au niveau centralisé, tout se fait au niveau d'abord du terrain, en contact direct avec les principaux concernés et tous les acteurs de la société civile. Donc, inclure les acteurs concernés est une démarche déjà qui a son chemin pour le ministère de la Culture en particulier. Il y a d'autres, bien sûr, programmes, comme le programme Connexion, le réseau des instituts culturels nationaux de l'Union européenne unique, le programme TFAN, la Tunisie créative, tout ce qui a trait à cette coopération partagée de la culture avec des fondations comme El Mawlud Al-Thaqafi, également la mise en place de nouveaux mécanismes de financement, nouveaux fonds d'encouragement à la création littéraire et artistique et des mesures d'incitation fiscale et de promotion des partenariats publics-privés. Le projet de la Cité de la Culture a enfin vu le jour après 5 ans de blocage en 2016. Et puis, il y a justement une certaine vision nouvelle de la culture et des pratiques artistiques. C'est un outil pour combattre l'exclusion sociale. Et ça, c'est très important parce que nous constatons aujourd'hui, au bout de presque 5-6 ans de l'application et de l'implémentation de ces processus, moi je dis, de ces outils de gouvernance de la diversité culturelle, qu'il y a réellement un engouement parce que la société civile, aujourd'hui, elle s'implique de plus en plus et finalement, l'État, même s'il ne s'est pas désengagé, c'est-à-dire que le modèle tunisien de gouvernance de politique culturelle est toujours un modèle où l'État a une place prépondérante à travers ses structures, en particulier le ministère de la Culture et ses institutions culturelles. Mais nous constatons qu'il y a quelque part une gouvernance participative et solidaire qui est en train de s'installer. Elle est bien sûr à ses débuts. Il faudrait encore peut-être lui créer un écosystème favorable au niveau juridique, beaucoup plus pour implémenter justement cet équilibre entre la gouvernance publique et la gouvernance privée du secteur culturel et artistique, parce que les enjeux sont énormes, notamment au niveau des industries culturelles et créatives. Aujourd'hui, nous avons un secteur en Tunisie en pleine expansion, notamment concernant, par exemple, l'industrie du cinéma ou l'industrie des jeux vidéo. La musique et les autres secteurs sont encore en effervescence, surtout après la pandémie où il y a eu réellement des séquelles encore insurmontables. Donc, finalement, tout ça pour dire que ce modèle de gouvernance de la diversité culturelle, finalement, il a permis d'implémenter la culture comme un défi ou il a permis d'abord de remettre l'homme en tant qu'humain au cœur de la cité. En tout cas, je parle des stratégies. Maintenant, il est difficile parfois de déceler cela au niveau de la réalité. Je le confère en Tunisie et ailleurs. Mais c'est de cette façon qu'on cristallise le lien entre diversité et gouvernance. Cela signifie que la gestion de la diversité culturelle devrait se déployer simultanément sur plusieurs plans et à différentes échelles, et qu'elle ne peut en aucun cas être uniquement développée par l'État et avec toutes ses structures.
parce que c'est un enchevêtrement avec le droit au développement, le droit à la protection de la diversité des expressions culturelles, et aussi, nous n'avons pas beaucoup parlé de la démocratie parce qu'elle est encore en crise. Elle est en train de se chercher, on va dire. Peut-être en Tunisie, dans le monde arabe et ailleurs, parce que, comme le dit Rosan Vallon, il s'agit peut-être aujourd'hui de réinventer la démocratie à partir de nouveaux repères, à partir de nouveaux modèles. Je ne sais pas, c'est une question ouverte. Étant donné que la diversité culturelle se manifeste non seulement dans les formes variées à travers lesquelles le patrimoine culturel de l'humanité se révèle, ainsi que la création artistique de production, de diffusion, de distribution et de jouissance des expressions culturelles. Par conséquent, l'utilisation de ce terme de diversité s'appuie sur l'idée considérant la culture comme un domaine à part entière, avec des attributs tangibles et intangibles qui sont inhérents au processus de développement humain durable. D'ailleurs, la dernière conférence de Mexico a ouvert la voie à la pleine reconnaissance de l'impact transformateur de la culture par les transformations technologiques. On n'en a pas beaucoup parlé aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, l'une des dimensions incontournables aussi de la gouvernance par la diversité culturelle, c'est l'implémentation aussi des transformations technologiques et leur implication justement sur la pratique de la diversité culturelle. Bien sûr, la protection de la propriété intellectuelle et la rémunération équitable des professionnels de la culture. Au final, il s'agit d'une approche globale dont l'ambition est d'établir des orientations sur les actions clés pour façonner ou refaçonner, remodeler les politiques culturelles et permettre au secteur culturel et artistique de retrouver son rôle sociétal vital en tant que bien public qui construit les communautés, favorise la diversité culturelle et la compréhension mutuelle. C'est à ça que en tout cas, la dernière la conférence de Mexico en 2022 a consacré ces principes et bien sûr, ils se retrouvent non seulement dans les objectifs de développement durable, mais également dans tous les programmes des Nations Unies, mais cela devrait impacter aussi les populations. Or, on est loin en réalité de cet impact réel de toutes ces stratégies sur les populations, notamment dans la région MENA. Je vous remercie. Excellent. Merci beaucoup, chers collègues. Très éclairant. Merci pour cette belle et bonne présentation qui nous a permis certainement de mieux comprendre le contexte de la Convention de 2005 et auparavant la déclaration de 2001 et surtout de comprendre, de saisir à certains égards la complexité de cette gouvernance de ce qu'on appelle la diversité culturelle et surtout les défis que certains pays, notamment dans la région de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, rencontraient pour implémenter, c'est un anglicisme, implémenter les dispositions et les provisions de la Convention de 2005. J'ai appris beaucoup de choses. C'était une présentation riche en informations et riche en analyse et on voit le côté pratique, le connaisseur qui connaît la réalité pratique de la question. Et nous vous sommes très reconnaissants par rapport à ça. Je vais ouvrir le bal des questions, donc je vais voir si nous avons des questions, si les participants ont des questions à poser à notre invité. Sinon, je peux briser la glace. J'ai pris beaucoup de notes, chers collègues. Là. Vous voyez, là, j'ai pris beaucoup. Je suis donc, je suis un bon élève, là. Tout d'abord, j'ai une question. J'ai un peu de la misère à concilier le principe de promotion de la diversité culturelle et la réalité juridique et économique internationale, surtout depuis la création de l'OMC, l'Organisation mondiale de commerce, qui a fait que la culture est devenue un service vendable comme d'autres services. Donc, comment concilier, selon
selon vous, cette réalité économique internationale soutenue par des textes internationaux, par des instruments internationaux, qui fait que la culture est un instrument, est un service vendable, donc, et ce qui implique que les plus forts vont imposer sa façon et sa diversité et sa conception de la diversité culturelle aux plus faibles. Et on le voit même ici au Canada, quand Netflix s'est imposé avec un produit entièrement anglophone, nos collègues au Québec se sont opposés. Ils ont contesté le contrat entre le gouvernement fédéral et Netflix parce qu'il n'y a pas de contenu français dans les productions de Netflix. Donc moi, ma question, comment concilier ces deux réalités? Promouvoir la diversité culturelle, surtout dans des pays, avouons-le, qui n'ont pas de force géopolitique, ils sont sur la carte géopolitique, mais ils ne sont pas déterminants dans la sphère géopolitique. Comment concilier cette réalité entre promouvoir et mettre en œuvre les outils de mise en œuvre de la diversité culturelle et la réalité économique qui a fait de la culture un service vendable parmi d'autres services. Voilà. Merci, professeur Fathali, pour cette question très pertinente. D'abord, j'ai évoqué tout à l'heure la question de traitement préférentiel accordé aux artistes et professionnels de la culture des pays en développement, qui est l'un des points justement et l'un des objectifs de la Convention sur la diversité culturelle de 2005. En fait, ce traitement ou ce traitement préférentiel accordé, il est en concomitance ou en articulation avec justement cette question de déséquilibre entre les biens et services culturels, d'autant plus les biens et services culturels tels que et l'enjeu qu'elle crée au niveau du déséquilibre. Le problème, c'est le déséquilibre entre les industries culturelles occidentales qui ont finalement une mainmise sur la totalité, on va dire, de toutes les industries culturelles artistiques, parce que les 5 premières, par exemple dans le secteur de la musique, les 5 premières grandes multinationales sont japonaises, allemandes, américaines, françaises, etc. Donc il n'y a pas ici de production ou de biens et services culturels qui arrivent à se vendre au niveau des industries culturelles occidentales. Donc, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, elle a déjà établi un diagnostic pour dire cette réalité, justement. Et c'est pour ça que les accords en rapport, justement, avec l'Organisation mondiale du commerce, qui a été créée en 1994, les accords de Marrakech, il y a eu justement un point relatif aux biens et services culturels pour tenter de créer des mécanismes de protection, en particulier ce qu'on appelle les accords ATPIC, les accords en rapport avec les tarifs douaniers, etc., qui ont été reformulés justement pour protéger les biens et services culturels, parce qu'on ne peut pas vendre et acheter tout ce qui est biens et services culturels ne peuvent pas être vendus et achetés comme les autres produits. Donc, il y a bien sûr des démarches au niveau international. Reste que le problème n'est pas à ce niveau uniquement. Le problème n'est pas l'échange au niveau international. Le problème est une question de visibilité, c'est-à-dire qu'au niveau, il n'est pas uniquement juridique. Le problème, il est économique, comme vous l'avez bien dit tout à l'heure, et il constitue, c'est-à-dire qu'il y a des processus de standardisation de la production des biens et services culturels où l'outil
l'outil de production est un outil qui nous vient de l'Occident. Et le monde arabe est mal outillé, on va dire, pour être en équilibre avec toute cette production culturelle et artistique. Vous avez cité Netflix tout à l'heure, et à juste titre, Netflix, ça existe partout dans le monde, c'est-à-dire qu'il y a réellement, c'est un envahisseur, on va dire, sans vouloir, c'est un envahisseur, bien sûr, au détriment des produits culturels authentiques de la région, ce qui fait que, et il y a un autre volet aussi, c'est l'instrumentalisation des artistes. C'est-à-dire que les artistes qui appartiennent à la région MENA, par exemple, d'Afrique du Nord ou alors du Moyen-Orient, sont instrumentalisés parfois parce qu'ils ne regardent pas la question de leurs droits d'auteur, les droits matériels et les droits moraux, alors que cette question, elle est cruciale aussi lorsque nous parlons de biens et services culturels. Donc, c'est vrai que cette question est très problématique, et même s'il y a réellement des mécanismes qui tentent de façon, comme le traitement préférentiel. Le traitement préférentiel existe aussi au niveau des pays industrialisés pour encourager les industries culturelles francophones, par exemple, ou alors du monde arabe, etc. Mais elles ne font pas le poids aujourd'hui. Et si vous regardez, si on fait une cartographie, si vous voulez, des industries culturelles au niveau international, nous constaterons que la région MENA est une région qui est sous-représentée, alors que le potentiel réel au niveau, je le disais tout à l'heure, du patrimoine et au niveau aussi du capital qui existe en jeunes créateurs et en jeunes innovateurs, il est extraordinaire. C'est pourquoi, moi, je pense qu'il faut d'abord s'outiller au niveau national. C'est-à-dire que les mesures aujourd'hui, je reprends toujours l'exemple de la Tunisie, il y a un plan stratégique qui a été adopté en 2020 pour encourager, mesures d'incitation, pour encourager justement tout ce qui est innovation et créativité, ce qui a donné aujourd'hui plusieurs entreprises, des petites et moyennes entreprises, des startups au niveau des jeux vidéo, au niveau cinématographique également, à voir le jour et avoir au niveau national et au niveau régional du monde arabe, avoir une présence. Donc, il s'agit de se constituer en réseau. Le réseau, il est au niveau national, à mon avis, mais il est aussi au niveau régional. Et là, je pense qu'au-delà de tout ce que fait l'UNESCO, qui ne semble pas faire bouger quelque part les choses, au niveau en tout cas au niveau de la représentativité, on va dire, des biens et services culturels de la région MENA. Il faudrait que cette région puisse constituer un réseau des pôles culturels et artistiques visibles, des plateformes aussi, qui permettent justement aux productions des biens et services culturels d'exister et de se développer. À partir de cette régionalisation, on va dire, avec aussi des législations, parce qu'il faut des législations, il faut un écosystème institutionnel. Et là, je pense par exemple à un travail que nous avons effectué avec l'Alexo, qui correspond aussi à l'UNESCO dans le monde arabe et qui travaille beaucoup sur de nouvelles questions en rapport avec les politiques culturelles, en rapport avec les biens et services culturels, en rapport avec la gouvernance de la diversité culturelle. Il faudrait aujourd'hui qu'on trouve un moyen de réseautiser les pays de la région MENA pour qu'ils aient quelque part une représentativité par la suite au niveau international avec une sorte de pôle culturel et artistique, par exemple. Donc, je pense que l'organisation se passe au niveau national et régional, puis
par la suite pour avoir éventuellement une place dans ces industries culturelles qui sont en pleine expansion, hein, qui sont en pleine expansion, sachant que les industries culturelles aujourd'hui, c'est un enjeu d'emploi, c'est un enjeu au niveau financier, c'est un enjeu aussi de réalisation et de résilience au niveau social. C'est-à-dire qu'il dépasse de loin le gain financier, etc. Voilà. J'espère que j'ai pu répondre. Très bien. Vous avez bien répondu à mon inquiétude, pour ne pas dire. Là, je pense que j'ai deux interventions de nos participants. Donc, il y a là une question. J'aimerais tout d'abord vous remercier pour cette excellente et enrichissante présentation. Ne croyez-vous pas que certains facteurs géopolitiques ont fait régresser culturellement les pays arabes et que cette réalité, entre autres, est la raison pour laquelle la gouvernance de la diversité culturelle ne peut être pas là où elle devrait l'être? L'exemple de la montée de certains groupes terroristes qui ont comme premier objectif d'éradiquer toute forme de culture en est une illustration. Nous l'avons vu avec la destruction du temple de Balshamin à Palmyre en Syrie. Donc, Oui. si j'ai bien compris la question, c'est-à-dire, je pense que je le mets dans le contexte de la liberté d'expression et la montée de certaines idéologies que peut-être qui peut museler cette liberté d'expression et mettre dans l'embarras à certains égards la diversité culturelle. Si j'ai bien la question, mais je vous laisse le soin de répondre, de commenter. En fait, je pense que notre collègue a répondu parce qu'il y a, je le disais au début de ma présentation, je disais que ce monde arabe, parce que beaucoup parlent de monde arabe, moi je ne parle pas de monde arabe parce que je pense qu'il y a plutôt euh, région MENA ou alors les pays alignés, les pays de la Ligue des États arabes. Eh bien, le problème est aujourd'hui très compliqué parce qu'on a encore un tiraillement entre notre culture traditionnelle et l'entrée dans la modernité. On pense toujours que la modernité, ou plutôt moi je préfère la question de la modernisation, elle est en rapport avec les colonisateurs. Donc on n'est pas sorti de cette histoire de décolonisation, on a un problème. Ça, c'est un point. Deuxième point qui a été évoqué par notre camarade, c'est bien sûr ces groupes terroristes qui bien sûr, en ligne de mire, ils ont la culture et la diversité culturelle, d'autant plus que la diversité culturelle telle qu'elle est présentée aujourd'hui, c'est un concept qui vient finalement au niveau de ses fondements, qui vient de la notion de l'universalité des droits de l'homme, puisque diversité culturelle, ça veut dire qu'on laisse libre cours à notre pensée, qu'on accepte aussi, puisqu'il donne la liberté artistique, donc il donne à l'être humain cette capacité de s'exprimer sans garde-fou, sans rien. Or, ces groupuscules, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent, bien sûr, imposer une vision de l'islam qui, je pense, ne correspond pas à la vision originelle de cet islam, d'abord avec un amalgame. Il y a beaucoup d'amalgames, hein, parce que moi, je fais très attention quand j'utilise les mots islamiste, terrorisme, etc. Hein, parce que aujourd'hui, la réalité nous montre que la diversité culturelle est très mal comprise aussi dans le monde arabe, en particulier au Moyen-Orient. Et puis aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la diversité culturelle, c'est aussi quelque part une participation de ce monde, entre guillemets, arabe, des pays arabes, à la construction de cette diversité, à travers la langue arabe, la reconnaissance de la langue arabe, par exemple. Et ces revendications existent réellement. Hein. Je me rappelle justement dernièrement, nous avons organisé avec l'Alexo, je vous l'ai dit tout à l'heure, une discussion et puis qui a donné lieu à un travail
très important sur le renouvellement des politiques culturelles dans le monde arabe, par le prisme justement de la diversité culturelle, par le prisme de la diversité des acteurs culturels, par le prisme d'une nouvelle gouvernance partagée, démocratique et solidaire. Donc, réellement, les problèmes dans le monde arabe, c'est cette question du qui sommes-nous qui revient tout le temps. Le qui sommes-nous, moi, je ne la conçois pas du tout comme Huntington, parce que Samuel Huntington conçoit la question du qui sommes-nous sous le prisme de la conflictualité. Et au final, les extrémistes aussi, ils sont quelque part dans cette configuration, parce que pour eux, l'Occident est un ennemi, comme pour Huntington, l'islam et la civilisation confucéenne, dans sa thèse en tout cas, du choc des civilisations, c'était des ennemis. D'accord? Donc, au contraire, moi, je pense que ces gens-là qui utilisent la religion pour quel que soit, pour des questions financières ou pour réellement impacter leur société, ne peuvent à long terme avoir une importance. Si, parce qu'il y a un si réellement les gens se mobilisent pour remettre en question d'abord pourquoi la culture, pourquoi la diversité culturelle. Le sens réel, c'est redonner la place à l'être humain. Moi, je pense que la culture et la diversité culturelle, c'est l'enrichissement de l'humain. C'est le dialogue. On est fait pour dialoguer ensemble. Ibn Khaldun le disait, c'est-à-dire que l'être humain, c'est Aristote, c'est un être par excellence, c'est un animal politique, comme le disait Aristote. Donc, il est voué à dialoguer avec l'autre. Il n'est pas voué à combattre l'autre. En tout cas, c'est ma vision des choses. Mais pour cela, il faut accepter aussi la différence des cultures et la différence des approches du monde, de la vie, etc. Donc, ça dépasse, parce que justement, le débat sur la diversité culturelle, et notre collègue a raison de dépasser les questions uniquement de pratique artistique. Moi, je voulais focaliser cette présentation sur la dimension culturelle et artistique et les politiques culturelles, parce que c'est vrai que c'est un réel enjeu et auquel la Convention a consacré une bonne partie de ses articles. Mais réellement, l'enjeu, il est beaucoup plus global, il est beaucoup plus transversal. C'est une approche qu'il faudrait peut-être dire systémique, en fait. Tout un système de société à renouveler, qui s'appuie sur la liberté de l'individu, de penser, la liberté de penser, la capacité de jugement. Et ça, franchement, on ne va pas revenir à des repères philosophiques, mais tout cela est fait à partir de la liberté de penser et de la liberté d'expression. Or, ces gens-là, ils ne veulent pas de cette liberté d'expression. C'est aussi simple que ça. Là, je pense qu'il y a un commentaire ou une autre intervention donc, qui nous dit, c'est Madame Safa Al-Mansouri. Je pense que toutes les anomalies dont souffre le secteur culturel des pays du MENA remontent à très longtemps et la meilleure manière d'y remédier est de travailler sur nos structures culturelles, principalement les ministères, de manière à ce que nous soignons peu à peu ce qui nous empêche d'être propriétaires de nos propres productions artistiques. Et ce n'est que de cette manière que nous pourrons s'imposer dans le secteur culturel à l'international, tout en ayant notre propre identité culturelle locale qui s'incarne partout. Je pense également que beaucoup de jeunes travaillent dans ce sens actuellement, mais reçoivent peu de soutien, malheureusement. Donc, c'est un commentaire, mais il y a plusieurs questions à l'intérieur. Un commentaire tout à fait justifié, effectivement. Il y a beaucoup de frustration
au niveau de la jeunesse, justement, de cette région MENA. Vous savez, la région MENA, la plupart de cette population, en tout cas peut-être 40% ou plus, c'est 25-45 ans. Donc, c'est une population qui a des idées, qui essaye de construire ce nouveau monde, de nouveaux contrats sociaux. Il faut aussi penser que tout, la question des printemps arabes, par exemple, je n'ai pas voulu l'introduire dans mon intervention parce que je pense que finalement, ce ressurgissement du facteur identitaire, etc., il est beaucoup plus lointain. Effectivement, comme l'a dit notre collègue, il est lointain, mais il a, aux indépendances, pendant les indépendances de la plupart, par exemple en Afrique du Nord, il y a eu quelque part en Tunisie, pour revenir à la Tunisie, quelque part avec le président Bourguiba, il y a eu quand même cette notion de culture comme défi civilisationnel, cette tunisification de l'éducation nationale, avec le prisme du bilinguisme, il y a eu donc cette ouverture et ce dialogue, bien qu'il n'a pas duré. À partir des années 80, les choses ont commencé à changer, mais il faut dire aussi que les choses ont changé au niveau international. Donc, ce va-et-vient entre les difficultés au niveau international et les difficultés au niveau national font que nous avons des tendances lourdes, voilà, des tendances lourdes et des modèles à reformuler avec de nouveaux outils et surtout avec une configuration ou une conception participative. L'État tout seul ne peut plus rien faire. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les États dans les régions MENA doivent automatiquement faire ce va-et-vient vers leur société, vers leur peuple. D'abord pour les valoriser, parce que ça, c'est une autre conception aussi de la culture démocratique, tout simplement. La culture démocratique, ce n'est pas uniquement organiser des élections libres avec des urnes, etc. C'est tout un complexe culturel, je dirais, et c'est un défi réel pour nos sociétés arabes aujourd'hui. Excellent, chers collègues. Je vous remercie infiniment. Je pense que nous arrivons à la fin de cette présentation. Et je le répète, c'est une présentation très riche, bien documentée et qui a suscité certainement l'intérêt des participants, qui a suscité personnellement mon intérêt. C'est un sujet complexe, je vous l'accorde. Il est aux confluences de plusieurs aspects. Il y a le politique, le juridique, le social, il y a l'international, le domestique. Et donc, ce n'est pas un sujet que nous pouvons aborder en quelques minutes. Mais vous avez focalisé, concentré votre présentation sur des aspects réels, pratiques dans la région de MENA et notamment en survolant, en exposant l'expérience tunisienne et vous êtes très proche de cette expérience. Je vous remercie infiniment. J'espère vous voir en personne à Ottawa et maintenant, je pense que Ou à la Tunis vous-même. ou à Tunis, maintenant que la pandémie, comme on dit ici, nous a montré ses grandes épaules, ou espérons-le. Donc, j'espère vous voir très bientôt. Je vous remercie infiniment en mon nom et au nom du centre. Donc, chers participants, c'est l'avant-dernier événement du centre. Le prochain ou le dernier événement sera avec notre collègue Ferid Kirkov, l'ancien ambassadeur du Canada en Égypte, au Pakistan et en Inde pour nous parler sur le dernier rapport d'Amnesty International sur les droits de la personne en Israël. Donc, c'est un rapport qui critique la situation et les pratiques israéliennes dans les territoires occupés. Ça va être le 12 décembre et ça va être le dernier événement de notre centre pour cette année. Je vous remercie infiniment. Je vous souhaite de bonnes fêtes et de bonnes vacances à vous et à vos familles. Donc, à très bientôt et à la prochaine.